Et bonjour, bonjour, amis survivants de ce monde post-apocalyptique qu'est Heredity. On fait cette seconde et normalement dernière vidéo sur la découverte des règles. J'ai commencé le mémo avec principalement des mots-clés en fait, parce que les règles en soi n'ont pas l'air, ne sont pas compliquées. Juste, il va falloir se remémorer en cours de partie tout un tas de petites subtilités, notamment concernant les explorations, les changements de niveau, ce qui concerne les événements immédiats, les modifications d'une zone. Enfin, on a quand même pas mal de choses à se mettre en tête. Pour l'instant, on continue avec la page qui correspond aux actions sur les objets et sur les composants. Voyons voir ça. Lorsqu'un personnage effectue une action, comme observation, manipulation ou autre, qui lui fait prendre une carte objet, il récupère cet objet et l'équipe à ses cartes personnages en respectant les encres, donc les encres qui sont sur la droite. Lorsqu'il récupère des composants, ce sont ces petits engrenages là, et ça visiblement on va s'en servir vraiment très très souvent. Donc lorsqu'on en récupère, on les stocke sur une des cartes de son personnage. Ah oui, alors quand il dit sur une des cartes de notre perso, c'est quel que soit l'endroit. Eve, hop, elle en récupère 3, on les met là. Lorsqu'un objet ou des composants sont attribués sans action, par exemple via un événement dans la ligne de temps, on peut les répartir entre les personnages. Oui, parce que la ligne de temps va nous faire déclencher différentes actions, enfin différentes choses. Et si on récupère des composants ou des objets, on peut les distribuer comme on veut, sans forcément a priori être sur la même zone que les autres. À voir. Lorsqu'un objet ou des composants apparaissent à la mort d'un PNJ, il tombe sur sa zone. Ouais, donc là déjà on voit qu'on a 3 façons de les récupérer, ces composants. Ça confirme qu'ils vont être super importants. Si on lâche un objet ou des composants, on peut le faire gratuitement pendant l'action de n'importe quel personnage. Gratuitement pendant l'action de n'importe quel personnage, d'accord. Alors on peut lâcher des composants sur sa zone, lâcher un ou plusieurs objets sur sa zone. Ah mais ça je l'ai lu ça. Oh je sais plus. Et puis on place les jetons références. Bon Dieu de bon Dieu. Et puis échanger des objets ou des composants apportés. Après on va passer aux cartes narratives. J'oublie rien là, ramasser des objets, oui, on place les pions rappel, ok. On passe aux cartes narratives. Alors, les cartes narratives, hein, ce sont toutes celles que l'on va avoir dans le paquet aventure, puisque je vous rappelle que dans Heredity, on n'a pas de livret d'aventure en soi, pas d'application pour nous narrer nos aventures, mais c'est composé à base de cartes. Alors, les cartes narratives peuvent être constituées de différentes sections décrites ci-dessous ou plus loin dans les règles, avec la ligne de temps pour la section événements en partie rouge, voire page 14 et en page 18 pour les PNJ. Ah oui, alors ça c'est là un gros morceau en fait, hein. Section narrative. Cette section sur fond papier fait progresser l'histoire. Si le nom d'un personnage est précisé au début du texte, c'est à la joueuse ou au joueur le contrôlant de le lire. On va faire, hein. On va tout de suite prendre la première. Scénario pensé par Jérôme Kans, Selena. Ça concerne Selena. Hop, on sait qu'elle est là à droite et on retourne la carte. Placez cette carte au-dessus du paquet aventure pour cacher les autres cartes. On serait comme ça.
Puis suivez les instructions de mise en place. Plan de la maison, prenez la carte 101, vous pouvez la consulter à tout moment, recto et verso. On prend la carte Introduction Maève. Maève qui est la Mama. On prend la carte 102, n'oubliez pas de consulter le plan à la lecture de cette carte. Construction du plateau, ça concerne briques, on prendra la carte 103. Paquet événements, on prendra la carte 104. Objectif et apparition des événements, ce sera la carte 108. Et les impacts, on prendra la carte 109. Dans le lot, on n'a ni la 105, 106 et 107. Placez les personnages aux joueurs à leur emplacement de départ. Placez le sablier sur la carte famille dans la ligne de temps et commencez à jouer. Retournez cette carte et utilisez-la comme cache du paquet aventure. Ah ouais, c'est pour no spoil. D'accord, en dessous on a un crayonné du plan de la maison. Donc on va démarrer comme ça. Alors, section introduction. Section sur fond noir. Explique étape par étape ce qui doit être fait en jeu. Il est important d'appliquer toutes les instructions spécifiques dans cette section et dans l'ordre. Attention à ne rien zapper. Ça, c'est en solo, c'est ce qui risque d'arriver le plus fréquemment. Alors qu'à plusieurs, au moins, on a un ou deux joueurs qui peuvent vraiment bien checker. L'ordre de lecture. Si une instruction vous indique de prendre une carte, vous devez d'abord lire et appliquer les effets de cette nouvelle carte avant d'appliquer l'instruction suivante de la carte initiale. Instruction sinon. S'il y avait un sinon, une condition. Si deux instructions sont séparées par sinon, tentez d'appliquer la première. Si c'est impossible, appliquez alors la seconde. On peut avoir des instructions si, alors, sinon. Dans une instruction de type si condition, alors, sinon, si la condition est vraie, appliquez l'instruction qui se trouve après alors. Si la condition est fausse, appliquez l'instruction qui se trouve après sinon. C'est balèze de faire un livret de règles de jeu parce que sur une application comme ça, si la porte est fermée, alors vous pouvez l'ouvrir, sinon passez par la fenêtre. C'est tellement simple et logique, mais à expliquer, ça a l'air d'être une usine à gaz sur cette phrase, mais pas du tout. C'est bravo à ceux qui ont ou traduit ou fait. Ah ben non, c'est français, monsieur. Bravo aux concepteurs, créateurs de la règle, parce que sur un paragraphe comme ça, c'est vachement bien foutu. On a là un exemple, on y reviendra après. On peut avoir aussi des informations permanentes. Est-ce qu'on en avait ici? Non. C'est symbolisé par le symbole attention, information permanente. C'est une instruction qui reste active après la lecture de la carte. Vous devez porter une attention particulière tant qu'elle reste en jeu. Par exemple, attention, si un personnage personnage joueur se déplace dans la zone d'un PNJ, alors retournez la carte. On peut avoir aussi des actions de terrain. C'est une instruction qui indique une nouvelle action disponible sur le terrain. Le numéro sous la mini-carte indique le terrain concerné. En 2, la croix sur la mini-carte indique la zone de terrain où l'action doit être effectuée. Et en 3, l'icône dans le texte indique l'action à effectuer. Pour une action de manipulation, jetez la viande séchée par la fenêtre. Oh, ça sent le clébard post-apocalyptique encerclant la maison. On n'en avait pas des clébards post-apocalyptiques? Ah, on a le Fennec à 3 yeux là. Ou alors c'est sur l'autre planche que j'ai rangée dans la boîte où on a des chiens. Ouais, je le sens bien comme ça sur cette carte-là, pour détourner l'attention d'un kleps. C'était ici que ça se passait. Donc ça, c'est pour les actions de terrain. Ok. Placez la carte narrative sur la table à proximité du terrain concerné. Placez 2 jetons références identiques
1 et 1 par exemple pour associer la zone et la carte. Alors les jetons de référence, ce sont ceux pour mémoire qui vont être utilisés aussi quand on lâche par exemple un matériel sur le terrain. On dit que l'objet numéro 2 est lâché à tel endroit. Comme ça, on peut aller le ramasser. Ça, je suis pas trop fan de ce genre de lecture sur le plateau. Mais bon, faut bien trouver une solution par rapport à la grandeur des cartes, hein. Bon, à voir dans l'application. Pour effectuer l'action, le personnage joueur doit se trouver dans la zone indiquée. Placer un pion action sur un emplacement correspondant à l'icône spécifique. Appliquer les instructions de l'action. Maef se trouve sur la zone indiquée par la croix sur la carte 958B. Vous dépensez un pion action sur un emplacement de main, donc sur son plateau joueur. Pour effectuer l'action, retirez un bazar. Il n'y a plus de bazar sur la carte, retournez alors la carte. Là sur la carte, on voit qu'on place un jeton. Comment ils les appellent ces jetons-là? Parce que je vous rappelle que je n'aime pas ne pas utiliser les bons mots. Ce sont des jetons génériques. Waouh, avant que ça me rentre dans le tétio, ça, il va falloir du temps. Jetons génériques. S'il n'y a plus de jetons génériques sur la carte, retournez alors la carte. Bon, à voir dans l'application parce que bon là c'est le matin, hein. Je fais des vidéos principalement le matin avant 8h30 le démarrage, donc j'ai pas forcément le cerveau encore bien d'équerre. Bon, ok. Remarque, si l'action n'est associée à aucune zone ni à aucun personnage non joueur, le personnage peut effectuer l'action depuis n'importe quelle zone. Ça, c'est normal. Donc, bien se souvenir que la croix, éventuellement, est là pour nous dire qu'une action spécifique doit se faire sur telle zone de la carte. J'en reviens à l'exemple de tout à l'heure, là, où on nous détaillait la carte. C'est une carte qui comporte une section narrative et une section instruction. Narratif sur fond de papier et instruction sur fond noir. La joueuse ou joueur qui contrôle brique, ah oui, parce que c'est marqué là, lit la carte à voix haute puis applique les instructions dans l'ordre. Prenez la carte 56, lisez-la et on passe à l'instruction suivante. Moins un jeton générique. Essayez de retirer un jeton générique de cette carte. C'est impossible, il n'y en a pas. Ajoutez donc un jeton générique sur la carte. OK. Retirez un jeton générique de cette carte, puisque c'est maintenant possible. Vérifiez qu'il n'y a pas de jeton présent sur la carte. C'est le cas. Vous pouvez donc retourner la carte. Dans le cas contraire, vous auriez pris la carte 967. Ouais. Alors, bon, ça c'est une réflexion qui me vient comme ça. Pourquoi nous faire mettre un jeton en condition pour l'enlever tout de suite après, pour nous dire qu'au final, on va retourner la carte? Même si on a une condition, si on ne peut pas retourner la carte, alors on prend la carte 967. Mais puisque de toute façon, on nous fait poser un jeton générique pour l'enlever après, forcément, on ne peut que retourner la carte. Étrange. Alors, est-ce que c'est pour l'exemple ou est-ce qu'on va tomber vraiment sur une carte existante comme ça, la 954? Possible. Bon. Dernier point sur les cartes narratives. Attention, les actions combinées. Il peut arriver qu'une section action, donc sur fond noir, indique que plusieurs personnages doivent effectuer l'action en même temps. Dans ce cas, les personnages doivent effectuer l'action en même temps. Pardon. Dans ce cas, les personnages doivent se trouver là
sur la ou les zones indiquées pour dépenser simultanément leurs pions action ensemble pour effectuer l'action. Imaginons, je sais pas moi, déplacer un congélateur pour accéder à une trappe. Si on a Selena sur la zone du congélateur, mais qu'elle doit attendre un autre membre de la famille, ça va ralentir cette action. Mais tant que tout le monde ne sera pas sur la zone, on ne pourra pas l'effectuer. Ok, action combinée, c'est clair, pas de souci. Oh purée, la ligne de temps. Alors la ligne de temps, c'est un morceau, gros morceau. Voyons voir ça. La ligne de temps est constituée de la carte famille et de cartes narratives issues du paquet aventure. Le sablier parcourt les cartes, donc de la gauche vers la droite, pour indiquer ce que vous devez faire à un instant donné. À chaque fois qu'il se déplace sur une carte dans la ligne de temps, vous devez appliquer dans l'ordre toutes les instructions qui se trouvent dans la section événements, partie rouge, les sections instructions en noir ou narratives en fond papier sont donc ignorées puisqu'elles ont déjà été appliquées au moment où la carte a été prise ou retournée. Ah oui, d'accord. Donc à chaque fois que le sablier se déplace, on ne s'intéresse qu'aux événements fond rouge. Le sablier démarre sur la carte famille. La section événements de la carte indique que les personnages récupèrent leurs pions action, récupérer les pions action, et les dépenses, vérifier ensuite la condition de défaite. Ouais. Puis, le sablier avance sur la section suivante. La section événements indique de retirer un pion générique. Dès qu'il n'y en aura plus sur la carte, elle devra être retournée. Le sablier est sur la dernière carte de la ligne de temps. Ah oui, on a 3 cartes. Il peut y avoir des cartes avant ou après la carte famille. Donc, dans l'exemple 2, on arrive en fin de ligne de temps. Donc, le sablier revient au début de la ligne de temps. La section événements fond rouge indique que les oiseaux chantent et le sablier va se déplacer sur la carte famille pour permettre aux personnages de récupérer et de dépenser leurs pions action. Le sablier continuera à se déplacer ainsi jusqu'à la fin de la partie. Ok, donc dans cet exemple, ça veut dire que sur la carte, dans la section événements, on a 2 jetons génériques. On a 2 tours avant d'enlever les 2 jetons génériques. Dégrassement inquiétant résonne, moins un jeton. Et dès qu'on enlève le second jeton générique, bim, on retourne la carte, il se passe un truc. Ça va générer un suspense de fou, ça, quand on ne connaît pas et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. ça, ça peut être bien stressant. Remarque, la section événements d'une carte peut être consultée à tout moment, mais ne doit être appliquée que lorsque le sablier se déplace sur celle-ci. Oui, oui, ça c'est visible pour tout le monde. Alors, question de place, est-ce que ça vaut pas le coup de placer ça sur les réglettes pour qu'elles soient dans ce sens-là? Et oui, c'est sûr, on va gagner de la place, ça peut être pas mal. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est sur la carte famille et que tout le monde possède ses jetons actions, ben on agit, paf paf paf, on dépense tout et après on fait avancer. Donc il va y avoir certainement une notion de maximisation des actions à outrance. La carte famille est la carte sur laquelle se trouve le sablier dans la ligne de temps au début de la partie. Elle marque le moment où les joueurs, joueuses vont effectuer des actions. Cette instruction se termine quand vous avez dépensé tous les pions ou quand vous ne souhaitez plus en dépenser. La section événements de la carte famille se termine après avoir vérifié la condition de défaite. Alors là, la condition de défaite. Pour chaque personnage agonisant, tirez une carte karma.
Si une carte karma affiche un symbole tête de mort dans son coin inférieur gauche, alors le personnage meurt et le chapitre est un échec. Alors, tout à l'heure, pas tout à l'heure, hier matin, on nous a fait mettre 2, 4, 8 et 9 cartes karma de côté. On nous les avait fait mélanger. On arrive sur notre ligne de temps sur la carte famille. Tout le monde joue. On a un personnage qui devient agonisant, par exemple Maëv. Zut, zut, zut. On doit piocher une carte karma. Si... Oh la vache! Ah, c'est mort! Si une carte karma affiche un symbole tête de mort de Saras dans son coin inférieur gauche, alors le PJ, le personnage meurt et le chapitre est un échec. Oh, ok. Mais oui, c'est vrai qu'on a 0 jet de dés hein, pour nos personnages agonisants. Alors, je vais pas regarder sur 9 cartes combien en possède un symbole tête de mort. Waouh! À chaque fois, ça me réfrène dans mes élans aventureux. Quand sur des exemples directs, je tombe sur la carte qu'il ne faut pas. Ça se trouve, sur 9, il y en a 3. Chance sur 2, quasiment. Ouais, quasiment. Hein. Bon, ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sinon avec les cartes de la ligne de temps? On peut les ancrer. Si l'icône chaîne est présente dans la section instructions, donc partie noire, vous devez ancrer cette carte dans la ligne de temps en commençant par la position courante du sablier. Cherchez le premier emplacement libre avec une encre. C'est un bloc avec un symbole de couleur bleu, vert, jaune, rouge ou violet qui correspond à la carte ancrée. Ah, ok, ici, là. Il y a le début d'un dessin d'ancrage. Tac. Alors, correspondant à la carte à ancrer, si vous ne trouvez pas d'emplacement une fois arrivé à la fin de la ligne de temps, revenez au début de celle-ci. Si malgré cela, vous ne trouvez pas d'emplacement à ancrer, il vous sera indiqué une alternative sur la carte. Ancrez la carte sur la ligne de temps, sinon brûlez la carte. Et le brûlage de carte, on avait dit que, alors ça je me le suis noté, c'est oui, le fait de ranger la carte. Elle pourra être consultée ultérieurement si besoin. Les pions actions retournent au centre des cartes personnages pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles. Oui, tous les pions qui sont sur un perso ne sont plus disponibles. Certainement en cas de blessure grave. N'est-ce pas, Maëve? Ok. Et puis certaines cartes peuvent être ancrées verticalement, en dessous d'une carte déjà présente dans la ligne de temps. Cela modifie les effets de la carte sous laquelle elle est située. Si vous ne trouvez pas d'emplacement, appliquez l'alternative comme indiqué précédemment. Lorsque le sablier se déplace sur une carte ayant une ou plusieurs encres verticales, consultez toutes ces cartes verticales et appliquez leurs effets. On revient là, des cartes ancrées en dessous, là, on voit qu'il y a le symbole jaune. Clac, 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 clac. On applique. Chaque carte ancrée verticalement contient une condition de déclenchement dans le titre de sa section événement. Alors, j'en reviens au premier exemple là de l'ancrage. Vous devez ancrer une carte avec une encre bleue. Le premier emplacement libre est à la fin de la ligne de temps sur la carte famille. Ouais, absolument. Deuxième exemple, vous devez ancrer avec une encre verte. Eh bien, la carte va être à gauche de la carte famille. Et puis, l'histoire des cartes ancrées verticalement. Cette carte narrative est ancrée verticalement sous la carte famille, avec cette encre-là jaune.
le titre de la section événement vous indique quand appliquer son effet après avoir récupéré les pions actions. Ah oui, donc on récupère les pions actions comme d'habitude et tout de suite après, avant même de vérifier la condition de défaite, on applique la carte effet de fatigue chiotte. Rappel important, au moment où vous ancrez une carte, vous ne devez pas appliquer les instructions qui se trouvent dans la section événements de la partie rouge. Elles seront appliquées plus tard lorsque le sablier se déplacera dessus. Donc ça veut dire que quand ce sont, et à mon avis ça va généralement être des conditions pourries d'ancrage, on peut en prendre connaissance et éventuellement agir en conséquence avant de revenir dessus et de l'appliquer. D'accord? Tout le monde suit? C'est bien, ça y est, moi j'ai le cerveau qui se réveille. Quand est-ce que l'on retire une carte? Une carte placée dans la ligne peut être brûlée, donc enlevée du jeu ou retournée. On prend la carte concernée, si elle est retournée, on applique les effets du verso. Attention, si vous venez de retourner une carte et que le verso vous indique d'ancrer à nouveau la carte, vous devez d'abord essayer de l'ancrer à partir de la position courante du sablier dans la ligne de temps. Il est donc possible qu'elle reprenne sa position. La section événement de cette carte ne sera toutefois appliquée que lorsque le sablier se déplacera à nouveau dessus. Oui, ça c'est important. Que ce soit pour une carte qui arrive en jeu ou une carte qui est retournée et qui éventuellement se déplace, on n'applique ces effets que lorsque le sablier arrive dessus. Exemple, le sablier se déplace sur la carte 969, juste après la carte famille. On applique dans la section événements, vous retirez le dernier jeton générique, ce qui a pour effet que on retourne la carte. Le verso de la carte, donc 969B, vous indique de l'ancrer à nouveau dans la ligne de temps et le premier emplacement libre avec une encre bleue se trouve sous le sablier. Ah oui, d'accord, instruction ancrée. Ancrée sans frapper. Donc elle reprend sa position. Elle reprend sa position ancrage bleu. Celle-ci, on n'y touche pas. Et quand le sablier reviendra de nouveau ici, hop, il faudra brûler la carte, donc enlever celle-ci. Et on a la suite, des grincements vraiment inquiétants résonnent. Ça veut dire que si cette carte s'en va, celle-ci va prendre la place. Et là apparaîtra le renard enragé. Oh, c'est pas un fennec, c'est un renard. Bon, et c'est ce qu'ils appellent restaurer la ligne de temps. Vous avez besoin de restaurer la ligne s'il y a un emplacement vide, après avoir déplacé le sablier et avant d'appliquer sa section événement. Faites glisser les cartes et si besoin le sablier vers la carte famille pour combler l'espace. Appliquez enfin la section événement sur la carte sur laquelle se trouve le sablier. Ah oui, c'est immédiat. Pouf pouf. Ouais, ça suit une certaine logique d'histoire. Bah, plutôt que de faire aller au paragraphe 22 et lisez ce qui suit, c'est un système de cartes. Alors, c'est une façon originale de faire. Je suppose que ça a été pensé pour sortir justement de cette habitude que l'on a des jeux narratifs à la façon livre dont vous êtes le héros. Après, est-ce que... Question qui me vient comme ça, est-ce que à manipuler, ça va être assez souple? De prendre un bouquin, vous allez à tel chapitre, clac, 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 vous lisez, hop, on met le bouquin de côté, terminé, on enchaîne. Ça, c'est souple.
C'est facile à faire, ou par le biais de l'application, quand il y en a une, tac tac, ça va vite. Là, va manipuler les cartes. Il y a un côté. Ah oui, alors ok. Il y a un côté suspense que l'on n'a pas lorsque l'on est à partir d'un livre. Là, sur la fameuse ligne de temps, on suppose qu'il va nous arriver des bricoles, positives ou négatives. Donc ça amène ce côté suspense. Ok, ça peut être bien. Donc, on en était à ce que cette carte-là soit brûlée. Hop, on rapproche la carte pour combler l'espace. La ligne de temps est restaurée en déplaçant la carte en même temps que le sablier vers la carte famille. Puis on applique la section événements de la carte renard enragé que vous venez de déplacer. En résumé, sur les cartes narratives, section narrative, c'est sur fond de papier brun, à lire quand vous prenez ou retournez la carte. La section instruction est sur fond noir, on l'applique quand on prend ou on retourne la carte. Donc là, on a de la narration, des instructions, des événements sur fond rouge, à appliquer que lorsque le sablier se déplace sur la carte, mais c'est un fond rouge qui peut être consulté à tout moment. D'accord. Bon, j'avais un peu peur que ça soit un peu compliqué, merdeux dans l'application, mais alors pas du tout. Bon, après, c'est toujours en jouant, manipulant que l'on s'aperçoit si oui ou non c'était la bonne idée. Les personnages non joueurs. Description d'une carte narrative d'un PNJ. En 1, ancrage et position. Ancrage, ah oui, ici, oui. Ici, pardon, ancrage et position. Donc, dès qu'on prend la carte, paf, on a un petit fluff. J'ai déjà vu ce renard. Et est-ce le même que la dernière fois? Oui, bon, on peut se poser la question, effectivement. Ici, sur la carte, on sait qu'il doit être placé comme indiqué ci-contre, donc sur la zone de la croix blanche. On ancre la carte dans la ligne de temps. Pour ça, on va l'ancrer forcément avec le bleu. Placer la silhouette du personnage non-joueur sur la zone indiquée du terrain ou sur l'icône discussion s'il est apparu à la suite d'une action de discussion. Oui, ok. Si on s'adresse à un PNJ, ben on va le placer à l'endroit où on lui a parlé. Le nom du PNJ, l'attitude du PNJ avec une icône tête de mort sur fond rouge, c'est qu'il est hostile. Ses points de vie, il a 2 points de vie. 5 en défense, tu te fous de moi? Ah ouais, c'est qu'ils doivent prendre en compte non pas son armure, mais son agilité à esquiver. Son IA, intelligence artificielle en 6. Alors, un de déplacement, et quand il attaque, il fait 2 dégâts a priori. On voit le symbole du point. On voit le symbole du point. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai les cartes des icônes là. Symbole point. Alors, donner un coup de pied ici. Point, un dégât. Se déplacer de une zone, trait blanc ou vert. D'accord, ouais, donc lui il inflige 2 dégâts quand il nous attaque. Oh le bâtard. Zone saturée. Ah oui, il faut y penser. Si vous devez placer un PNJ sur une zone mais que la zone est saturée, donc la saturation d'une zone, c'est quand à un endroit on a trop de personnages et que leur socle prend toute la zone et que l'on ne peut pas venir mettre un autre personnage sans que son socle déborde des traits.
Ça, c'est une zone saturée. Donc si on ne peut pas le placer vraiment pile poil à l'endroit où la zone est saturée, il est déplacé dans une zone adjacente, tout bêtement, au plus proche de la zone initiale. Si toutes les zones adjacentes sont saturées, et peu probable quand même, il est déplacé sur une zone adjacente un peu plus loin. Oui, bon, ben voilà. Alors, on peut avoir des PNJ neutres ou hostiles. Ah, en 7, j'ai pas fait gaffe. 7, la mort du PNJ. Si le ou les PNJ meurent, on applique l'effet indiqué, auquel cas là, on brûlerait la carte du renard enragé, donc on l'enlève du scénario. PNJ neutre ou hostile. Alors, icône tête de mort indique un PNJ hostile, sinon il est neutre. Si vous attaquez un neutre, qu'il subit des dégâts ou non, ou si une carte indique qu'il devient hostile, on place un jeton hostilité sur sa carte. L'intelligence artificielle. Lorsque le sablier s'arrête sur lui, on applique son IA. Une même carte PNJ peut représenter plusieurs PNJ sur le terrain. Ah oui, on pourrait avoir une carte PNJ pour les espèces de zigotos à massue à pointe là. Ouais. Une seule carte pour plusieurs PNJ. Ok. Le cas échéant, activez-les les uns après les autres. Et en premier, ce sera le PNJ le plus proche des joueurs. Le PNJ qui est hostile va cibler le joueur non agonisant le plus proche. On choisit s'il y a une distance égale, qui nous arrange. Et ensuite, on applique dans l'ordre les effets de son instruction. Déplacement de X, il se déplace de maximum X zone vers sa cible. Il interrompt son déplacement dès qu'il peut réaliser une attaque, donc corps à corps ou à distance. On favorise le chemin le plus court. On choisit en cas d'égalité. Surtout, c'est le chemin qui inflige le moins de dégâts. Ça veut dire que sur le terrain, il pourrait y avoir des pièges ou des zones de feu, donc qui infligeraient des dégâts. Et puis après l'application du point X dégâts, le PNJ attaque sa cible si possible. Alors, si un PNJ n'est pas dans la ligne de temps, le sablier ne peut pas s'arrêter sur sa carte et il ne fait rien pour le moment. Exemple, le renard doit cibler un PNJ. 3 déplacements sont nécessaires pour rejoindre Maëv, qui est à l'intérieur, alors que 2 déplacements suffisent pour rejoindre Brick, qui est à l'extérieur. 1, 2, 3, 1, 2, ok. Il cible Brick, il effectue un déplacement seulement de une zone par rapport à son intelligence. Il n'arrive pas sur la zone de Brick, il ne réalise pas son attaque au corps à corps. Ok. Là, pour le coup, c'est soft, hein. Ça c'est bien. Allié. Ah, un bout de jeton pas plus gros qu'un ongle de petit doigt. Quelle horreur. C'est trop petit ça, messieurs les concepteurs, bordel. Bon, c'est un jeton allié. Il se comporte comme les autres PNJ avec les exceptions suivantes. C'est vous qui choisissez sa cible. En conservant des pions actions, vous pouvez combiner vos attaques avec la sienne comme lors d'une attaque combinée entre personnages joueurs, ça on ne l'a pas encore vu. Et un allié est considéré comme un joueur quand un PNJ doit choisir une cible. Oups. Mort d'un personnage joueur et retrait de la ligne de temps. Alors, par rapport à ses dégâts, donc le renard, par exemple, a 2 points de vie. Lorsqu'il a subi autant ou plus de dégâts que sa vie, il meurt, il est retiré du terrain. On applique les effets de l'icône tête de mort. Donc on brûle la carte. Si le PNJ est retiré de la ligne pour une autre raison, on n'applique pas l'effet tête de mort. Ah oui, imaginons qu'on le fasse fuir ou qu'un événement fasse fuir le renard.
il n'est pas mort, donc là, on ne brûle pas la carte. Dès qu'une carte PNJ est retirée de la ligne, on retire aussi les PNJ du terrain. Logique. Action associée. Lorsqu'une action est disponible sur un PNJ, le personnage joueur doit se trouver dans la zone de celui-ci pour pouvoir effectuer l'action. Oh, nourrir le renard enragé. Maëve se trouve sur la même zone que le renard enragé. Elle effectue une action interaction. Elle dépense 1 en ressources. On retourne la carte pour nourrir le renard enragé. Il ne manquerait pas de devenir un allié dans ce cas. Alors, ça nous en dit un peu certainement sur l'éventualité du déroulement du scénario 1 de la première aventure. Est-ce qu'on pourrait se faire un allié de ce renard enragé? C'est possible, ou alors ils sont en train de nous enfumer sérieusement. Oh purée, le combat! Les règles de combat sont les mêmes pour tous les personnages sauf précision. Un joueur ne peut utiliser qu'un de ses pions actions lors d'une attaque. Ah oui, ok, c'est qu'une attaque à la fois. Donc une attaque au corps à corps au poing ou au pied d'une puissance de 1 dégât. Il peut aussi utiliser un objet. La puissance de l'attaque est alors indiquée sur la carte de l'objet. Point dégâts X. Pour un PNJ, la puissance de l'attaque est indiquée sur sa carte, dans sa partie intelligence artificielle, comme on l'a vu. Comment se déroule une attaque? On vérifie que la cible est dans la même zone. On effectue l'attaque. Pour un joueur, on place un pion action sur main dans la gueule. Ou sur... Ah, attaque au poing ou au pied. D'accord. Coup de pied retourné. Isha. Quoi? Piocher une carte karma, mais je veux plus tripoter les cartes karma, elles sont trop méchantes. Si la pioche de carte karma vient à être épuisée, on la remélange. Ajouter la valeur de la carte karma plus 1. Ah ok. À la puissance de l'attaque et retrancher la défense de la cible. Bah, c'est tout pourri ça. Là, ça ferait 2 dégâts. Pour un personnage joueur, la défense est de 0 par défaut. Sinon, elle est égale à la somme des symboles boucliers dont on dispose généralement sur nos objets. Ah ouais, d'accord. Si le total est positif, donc là je fais 2 dégâts. Si le total est positif, l'attaque réussit. La cible subit autant de dégâts que le total. Ah ouais, carrément. Donc là, subirait 2 s'il avait une défense de 0. Hein. Et ensuite, on défausse la carte karma. Si une attaque vise plusieurs cibles, répétez les étapes de 1 à 6 pour chaque cible. Bim, bim, bim. Sauf que notre renard rusé là, il a 5 en défense. Il est intouchable. À la mano au coup de tatane, c'est même pas la peine d'essayer de le savater. Alors, petit check sur la valeur des cartes combat. C'est quoi ça? Plus 0, plus 0, plus 0, plus 1, moins 2, moins 1, moins 1 et plus 2. Il y a, sur 9 cartes, il n'y a qu'un seul plus 2, 2 moins 1, 2 plus 1, 3 0 et 1 moins 2. Ça me fait penser au jeu de cartes horreur à Arkham où c'était pas à base de cartes, mais à base de jetons que l'on piochait dans un paquet, dans une sacoche, dans une bourse. Voilà, bourse, c'est mieux. Dans un sac adéquat. Où on avait comme ça des valeurs différentes sur nos modificateurs d'attaque.
Alors ça, même chose, hein, 0 dés disponible dans la boîte, donc on jette, on jette pas, on pioche des cartes. Je suis pas fan de ce système-là parce que j'ai l'impression, mais alors c'est vraiment débile hein, comme ressenti, mais avec un dé, j'ai l'impression de contrôler. Je lance plus fort, je lance moins fort, je tape dans un angle, paf paf, je sais que ça va rebondir, donc forcément ça va être un bon jet. Je vous avais dit que c'était débile, hein. Alors qu'une carte, bah, elle est là, au-dessus du paquet, seule. On n'a pas le choix, on peut pas dire tiens, je vais prendre celle-ci. Ah bah si, remarquez, puisque c'est au hasard. Mais on le fait jamais. À chaque fois, on prend celle du dessus, c'est logique. Bon, on verra. Ça me fait peur en fait. C'est ça le truc. Ok, bon, alors la leçon à retirer de tout ça, c'est que attention aux valeurs de défense des ennemis, parce que il y en a qui vont être imbutables tant qu'on n'est pas équipé, quoi. Alors notre exemple là, voyons voir ça. Renard et Brick sont engagés. Brick l'attaque avec, ah oui, ok, la planche à clous, deux bases, 3 de dégâts. Il pioche un karma à +1, qu'il ajoute à la puissance de son objet, ça fait 4, et retranche la défense du renard, 5. Le total est de -1, l'attaque échoue. Et l'ennemi ne subit pas de dégâts. Ah la vache, Brick défausse sa carte karma et va pleurer dans un coin, dans les jupons de sa mère. Ah, corps à corps dans une zone saturée, qu'est-ce que c'est que ça? Un personnage de... Ah oui alors, on applique la même chose quand c'est un PNJ qui nous attaque, hein. On prend une carte karma et on voit ce que ça donne. Et fameux corps à corps dans une zone saturée. Si un personnage devait terminer son déplacement dans une zone saturée pour une attaque au corps à corps, on interrompt le déplacement avant d'entrer dans la zone, mais il peut attaquer comme s'il se trouvait dans la zone. Ah ok, c'est un peu bizarre ça. Et pourquoi? C'est pour... Alors c'est valable à la fois pour les joueurs comme pour les ennemis, hein. C'est peut-être pour que mécaniquement ça avance et que ça, on soit pas bloqué avec un combat quasiment irréalisable. Ça permet de donner une petite chance en plus de faire de l'élimination. Mais encore une fois, ça marche dans les deux sens. Alors à gauche, le renard enragé devrait terminer son déplacement dans la zone de Brick et de Maëv pour attaquer, mais la zone est saturée. Le renard stoppe son déplacement et attaque les PJ comme s'il se trouvait avec eux. Et à droite, la situation est identique pour Brick. Il devrait se déplacer pour attaquer. Il stoppe son déplacement et il fait son attaque comme s'il se trouvait dans une zone. Ça permet aussi, comme ils l'ont évoqué, pour les actions associées. Non, pour... où est-ce que j'ai lu ça tout à l'heure? Où on pouvait faire des actions de soutien en cohésion avec un autre. Là, je suppose qu'on peut cumuler les deux attaques. Attaque à distance, voilà, les attaques combinées, c'est ce que je cherchais, merci. Si on a un symbole de flèche attaque à distance, en utilisant un objet, logique, bon, c'est symbole attaque à distance avec la puissance de l'attaque. La portée, bah, c'est une attaque à distance sur X zone, en ligne droite, X étant le maximum de le nombre de lignes entre l'attaquant et la cible. Seules les lignes noires bloquent la portée, les autres personnages ne bloquent pas une attaque à distance. Ah oui, ok. Si la cible est à portée, on déroule l'attaque comme au corps à corps. Alors, Brick, il est là. Il est armé d'un fusil d'une portée de 3. Là, on voit qu'on a un trait noir, donc ça bloque. Il peut attaquer dans la zone 1 et dans la zone 2. Ah bon? Il peut attaquer dans la zone 1 et dans la zone 2 séparée de lui par une ligne blanche.
Moi, c'est un trait noir là, mais. Ah oui, d'accord, pardon. Armé d'un fusil de portée 3, peut attaquer dans la zone 1 et dans la zone 2. Ben oui, moi je faisais un blocage sur le fait de cibler le renard, mais non, on s'en fout. S'il est là dans la zone 1, il peut tirer dans sa zone avec son arme à distance et aussi en ligne droite vers le sud. Il peut attaquer dans la zone 3 à travers la ligne bleue et peut également attaquer dans les zones 4 et 5 à travers la ligne verte. Cependant, il ne peut pas attaquer en ligne droite dans la zone 6. Ah oui, alors ils disent en ligne droite, mais de la zone 1 vers 4, 5. Ouais, d'accord, oui, ok, je vois ce qu'ils veulent dire en ligne droite. Bah, pointent, ils pointent et pan. Remarque, il est possible d'effectuer une attaque à distance entre deux zones sur des niveaux différents reliés par un escalier. Ah oui, du bas des escaliers, je peux tirer en haut des escaliers. Gardez en tête que si la situation sur la table de jeu est statique, les personnages ne le sont pas. L'attaquant et sa cible sont mobiles, oui, mobiles dans leur zone, et peuvent se trouver partout dans leur zone. C'est bien ça. Ok. Et les fameuses attaques combinées. Attention, attention, Heredity est un jeu où vous incarnez une famille ordinaire alors que vos adversaires sont eux des combattants aguerris. Si vous faites le choix de vous battre, unir vos forces sera souvent utile. Il est possible de combiner les attaques. On vérifie que la cible est dans la zone ou à portée de chaque personnage. Tous les personnages souhaitant participer à l'attaque combinée dépensent simultanément un pion action. Oui, alors pardon. Dans ce cas-là, si maman et fille attaquent, elles dépensent chacun un pion. Piocher une seule carte du paquet karma, donc là on serait à 2, plus une carte du paquet karma. Ah ouais, waouh. On ajoute la valeur de la carte karma à la puissance de toutes les attaques, on retranche la défense. Si c'est positif, la cible subit autant de dégâts que le total. Alors faut faire gaffe, hein. Le nombre de dégâts, c'est bien le total de l'attaque. Et c'est pas la soustraction de, imaginons, il a 1 en défense. Bon, ça marche pas. Je veux un 0. Bon, un plus 1, c'est bien aussi. Il a 1 en défense. 1, 2, 3. 3 moins 1, ça fait 2, l'attaque passe. Mais l'ennemi subit 3 dégâts. La globalité de notre résultat. Et pas la soustraction. Si le total est nul ou négatif ou si la carte karma l'indique, l'attaque échoue. Ok. Défausser la carte karma, bien sûr. Brick attaque le renard avec une planche à clous de valeur 3. Maëv, équipé de la carabine attaque à distance valeur 3, est à portée et effectue une attaque à distance. Ah ouais, carrément quoi. Donc là, on est à 6. Déjà, de base, on est à 6. Ah, sur sa défense de 5, il va commencer à fouetter là. Les deux PJ utilisent simultanément un pion action sur leur carte. Objet, par contre, attention, hein. Un PJ pioche une carte karma 0, qu'il ajoute à sa puissance de carabine et à la puissance de la planche. Il obtient un résultat de 6 auquel il retranche la défense du renard de 5. Le total est de 1, l'attaque réussit et le renard subit un dégât. Ah merde, pas ce que j'ai compris tout à l'heure. La carte karma 0 est défaussée. Ah oui, que le total. Oui, oui, pardon. Pardon, c'est moi qui ai merdouillé. On ajoute la valeur de la carte karma et on retranche la défense, ce qui nous donne le total de dégâts. Mais oui, c'est normal. C'est pour ça que un combat peut durer sur plusieurs tours tant que on lui a pas enlevé tous ses points de vie.
Alors ça, c'est marrant qu'on puisse cumuler à la fois une attaque à distance et une attaque au corps à corps. Mécaniquement, c'est bien pensé parce que ça fait avancer le schmilblick. Et il y a même intérêt de le faire parce que quand on voit les petits résultats. Ah oui, alors ça va m'agacer si les cartes. Comment on sait quelles sont quand on les a comme ça? On la prend, elle est censée être comme ça. Piocher une carte qui n'est pas tout de suite dans le bon. Ah oui, c'est un cœur. Il faut que les veines soient vers le haut, c'est logique. Dans le sens du cœur, quoi. Donc oui, quand on voit les nombres qui sont pas terribles, hein, en fait. Alors, c'est un paquet qui peut être amélioré, hein, parce que là, on nous en a fait prendre 9 et il en reste dans la boîte. Tout ça pourquoi? Pour dire que oui, on a intérêt de faire des attaques combinées pour passer au travers des cartes pourries. Ok. Les dégâts. Un personnage, enfin les personnages subissent des dégâts lors des combats ou si une carte l'indique. Attention, si c'est indiqué par une carte de subir directement des dégâts, la défense n'est pas comptée. Pour un joueur, on place autant de jetons dégâts que nécessaire sur les emplacements d'action, carte personnage ou sur les objets qui possèdent une icône de cœur. Seuls ces emplacements peuvent recevoir des dégâts. Les dégâts peuvent être placés sur des emplacements déjà occupés par des pions actions, mais les emplacements d'action recouverts par un jeton dégâts ne sont plus libres. Oh ouais, j'ai fait une action d'attaque, pouf. Ensuite vient le tour d'un PNJ, aïe 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 aïe, il me fait un dégât, donc on place mon dégât sous le jeton action. Par contre, une fois que j'ai un dégât, je ne peux plus en remettre. Pour un personnage non joueur, placez autant de jetons dégâts que nécessaire sur sa carte PNJ. Hein, pardon. Là, on a un événement sur une carte qui nous dit que les personnages joueurs subissent 5 dégâts chacun. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est mortel. Purée. Puis poursuivez la lecture de la carte. Ah bah oui, bah ça donne envie, hein. Bon, alors on se prend des dégâts, certes, mais on peut aussi appliquer des soins qui consistent à se soigner, soi-même ou un autre personnage dans la même zone. On utilise une action, interaction, on retire un jeton blessure. L'emplacement action ainsi soigné est immédiatement libre s'il n'est pas occupé par un pion action. Oui, alors je veux bien, mais par quelle grande magie on n'a pas d'équipement de soins et pof, on est dans la même zone, allez hop, on peut prendre du temps pour se soigner. C'est un petit peu bizarre ça. Ça veut dire qu'à aucun moment on a besoin d'objets de soins. Ou alors des objets de soins, par exemple, je sais pas moi, trousse médicale qui permet d'enlever 3 blessures d'un coup. Pourquoi pas? Parce que sinon, déjà, ça nous bouffe un emplacement d'action, une interaction, et on ne soigne qu'une seule valeur de dégâts. On peut avoir des blessures graves. Lorsque tous les emplacements d'action sur une icône cœur du recto d'une carte sont recouverts par des jetons, on subit une blessure grave. Alors, on subit une blessure grave s'il n'y a plus aucun emplacement pour recevoir des dégâts, carte objet comprise, et qu'il reste des dégâts à attribuer.
Remarque, le joueur peut décider de subir une blessure grave à n'importe quel moment pour libérer plus rapidement un emplacement d'action. Quand on subit une blessure grave, on défausse les blessures, on la retourne. Les emplacements d'action ainsi révélés peuvent aussi être recouverts s'il vous reste des jetons à attribuer. Ah ouais, la vache. Maëv fait le choix de subir une blessure grave à la tête, dont les 2 emplacements sont recouverts par les jetons blessures. On défausse les 2 blessures et on retourne la carte. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on retrouve les encres possibles. Ça nous dit qu'on saigne beaucoup. Et que là, ça nous condamne les conversations, ou alors on a une pénalité sur les prochaines actions parce qu'on est blessé gravement. Ah ouais, non, non, d'accord, c'est qu'on perd un emplacement d'action. Initialement, on en a 2, et là maintenant, on n'en a plus qu'un, mais on peut toujours discuter ou faire une action d'observation. Seulement, bah, on perd du temps, quoi. Être agonisant. Ou la mort d'un joueur. Si le joueur a 3 blessures, donc on est mal, on est mal, on est mal, on est mal, on est comme ça, complètement retourné. Ah oui, là déjà, on voit qu'on fait plus grand-chose. On n'a plus que 3 actions, enfin 4, 2 de déplacement, une interaction, discussion, non-œil. Alors, et si tout est recouvert, carte objet comprise, donc si tout ça redevient complètement couvert par des blessures, on est agonisant. On ne peut plus être pris pour cible, on est très mal en point et ne peut pratiquement plus faire d'action. Si les jetons blessures doivent lui être attribués de nouveau, on les défausse. On peut cependant continuer à utiliser les emplacements d'action libres qui ne possèdent pas d'icône blessure. Dès qu'un jeton blessure est retiré d'un des emplacements action du PJ, on n'est plus agonisant. Ah oui, alors, on est agonisant quand on est dans cette configuration-là, les 3 cartes retournées, d'accord. Oui, quand on a 3 blessures graves. Mort d'un joueur. La carte famille indique comment un personnage joueur agonisant peut mourir. C'est une condition de défaite commune à tous les chapitres. Pour chaque PJ agonisant. Ah ouais, ok. Donc, pour chaque PJ agonisant, donc il faut vraiment qu'on soit comme ça. Auquel cas, on pioche la fameuse carte karma. Et si on a la tête de mort, hop, partie finie, terminée. Au revoir, madame. Ok. Et on va arriver à la dernière page. Eh ben, les fameuses cartes karma qui ne vont pas être mes amis. Manipulation du fameux paquet karma au cours du jeu. Il vous sera souvent demandé de piocher une carte. Une fois piochées, elles sont défaussées, mais restent consultables. Si le paquet est vide, on le mélange. Évolution du paquet. Durant la campagne, il pourra être demandé de prendre une nouvelle carte. Cette carte va obligatoirement remplacer une autre carte. Ah, avec un nom similaire. Ah oui, ok. Esquive, pilleur, souvenir, violence sociale, brute pacifiste, cicatrice, chasseur de trésors. Ah, on n'aura toujours que 9 cartes alors. Mais une autre carte peut, par exemple, esquive 1 peut se remplacer par esquive 2 et se transformer en -1 ou 0 à la place du -2. Ça va être ça le Beans. Vous verrez en bas de certaines cartes une flèche verte avec des indications pour effectuer ces remplacements. Ah oui, c'est ça, remplacer cette carte par la 917. La carte que l'on enlève du paquet est brûlée, donc elle retourne dans la boîte.
Chaque fois que le karma est modifié, on remélange, des fausses comprises, et la taille du paquet karma est invariable, toujours 9 cartes. Ok. Il ne contient qu'une seule carte de chaque. Ah d'accord. Violence, brute, pacifiste, esquive, chasseur de trésors, pilleur, social, cicatrice et souvenir. Pas plus, pas moins. Le karma est la mémoire de vos choix et de vos actes tout au long de la campagne. Remplacer une carte dans le paquet karma a un impact à court terme quand vous utilisez le paquet, mais aussi sur la destinée de vos personnages. Si on vous demande de prendre la carte pacifiste et d'appliquer la flèche verte, vous devez remplacer pacifiste par la carte 917 dans le paquet karma. Ensuite, on mélange, la défausse comprise. Ok. Conclusion. Vous êtes maintenant prêt pour commencer la campagne. Le reste des informations dont vous aurez besoin arrivera en cours de jeu. Bon, la famille de Jamal est prête à se lancer dans une formidable aventure. Ouais, 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 ouais. Bon, conclusion de cette découverte de règles. Déjà, pas d'usine à gaz à aucun moment. Franchement, c'est tout a l'air souple. Même l'histoire de la ligne de temps, ça ne paraît pas être trop compliqué. Bien finir le mémo pour les petits points, les nouveaux points de règle là qu'on a vus qui vont être importants. Les actions, on n'en a que 3 quand même à chaque fois, hein. C'est pas délirant, mais on est 4. Donc 3 fois 4, 12. On peut agir 12 fois quand le sablier est sur la carte famille. Ok. Est-ce qu'on jetterait pas un petit œil à ça pour démarrer l'aventure? Plan de la maison, prenez la carte 101. 101. Bon, ça, je le referai de toute façon pour le jeu. Plan de la maison. On a la chambre, la cuisine, le jardin, le salon avec les chiottes à gauche, la cave qui a l'air d'être barricadée, le garage. On peut retourner la carte. Et là, on peut monter à l'étage. Bravo Friedrich, monter à l'étage. Quelle belle initiative. On peut monter. Nous pouvons accéder à l'étage. Ah! Chambre, il y a un fusil dans la chambre. Pour l'instant, on ne sait pas où on démarre, hein. Introduction pour Maëv. Prenez les cartes 102. N'oubliez pas de consulter le plan à la lecture de cette carte. Ouh! Ça m'indique quoi ça? Ça m'indique que une carte blanche sur une caméra comme ça va être de la daube. Ah mince! Comment on va faire? J'en sais rien. Faudra trouver. Ah oui, d'accord, c'est le plan de l'étage. Quand on retourne la carte, donc on a les escaliers, on peut descendre, on a la salle de bain, 2 chambres, dont la chambre de Swan. Oh, mais Swan, c'est le bébé, le petit frère, et le bureau avec une clé. Ok, donc l'introduction, prenez la carte 102. Forcément, ça va être elle. Maëv, blablabla, blablabla, blablabla. Repérez vos objectifs sur le plan de la maison, puis retournez la carte. Construction du plateau, briques. Prenez la carte 103, faudra faire ça. Blablabla, blablabla, histoire. Retournez la carte et placez cette carte de sorte à compléter le terrain de jeu. À droite de 102, d'accord. Donc là, c'est un petit échauffement. Ah oui, d'accord. Et paf, on va être comme ça. On va être comme ça. Et dès qu'on place en fait la carte 102B, on sait que Maëv va se trouver là puisqu'on a sa croix rouge. Brick, on sait qu'il va se trouver là.
Quand on va retourner celle-ci, on sait que on va avoir. Alors là, on est au rez-de-chaussée, hein, puisque là, on a l'étage pour aller en 122. Hop, et quand on prend le. Ah, c'est tout petit. Je suis pas fan des plateaux de jeu tout petits, moi. Toi, tu es où? Dans le salon. Oui, là, on a les chiottes. Ok. Jamal est dans le salon. Brick bah, est dans le salon aussi avec Selena. Et non, pardon, c'est Maëv qui est dans le salon avec les deux enfants et Jamal qui est dans le salon aussi. Ok, et qui peut aller éventuellement dans la cuisine. Alors, faut apprendre la lecture des cartes. Là, avec une action de déplacement, on prendra la carte 118. Là, avec une action de déplacement, on prendra la carte 122. Attention 107 si on regarde par la fenêtre. Attention 106 si on fait je sais pas quoi. Ah, dans les chiottes, on a un jeton manipulation. Non, c'est un jeton. Je sais plus. Ok. Ah oui, parce que dès qu'on découvre une carte, non seulement on place nos persos, mais il faut placer aussi les jetons demandés, hein. Construction du plateau, prenez la carte 103. Alors ça, on refera. Paquet événement, prenez la carte 104. Préparez le paquet événement. Tchac, 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 tchac. Objectif et apparition des événements, prenez la 108. Les impacts, prenez la carte 109. Placez les personnages joueurs sur leur emplacement de départ. D'accord. Donc ça, j'ai anticipé. Ce sera après avoir dévoilé l'ensemble des cartes. Et après, ça veut dire go jeu. Hmm, bon, alors je fais ça, vous allez voir mes gros doigts, mais c'est pour essayer de baisser la caméra parce que, en termes de jeu pour filmer, alors ça, si c'est pas proche de l'œil de la caméra, on verra rien. Si je fais ça, ah ouais, c'est qu'il y a trop de lumière qui arrive sur la carte en fait. Si je dis ou bien il y en a pas assez, ou bien il va y en avoir trop. Donc elle, il faudra que je la mette de côté, puis on s'y référera au fur et à mesure. Et ce qui va être intéressant, ça va être surtout ça. Là, c'est assez loin, hein, c'est assez éloigné quand même, parce que vous soyez au cœur de l'action, que nous tous, nous soyons au cœur de l'action, il va falloir surélever peut-être avec un petit plateau. Et puis ça ne solutionne pas mon histoire de personnages à gauche et à droite pour la lisibilité de tout ça. C'est à réfléchir. On y arrivera de toute façon. Bon bah ok. J'espère que ça vous aura plu cette découverte vraiment des règles de Heredity. Ça amène du bon, ça amène de la grande aventure prenante, adulte. C'est bien. Je vais retourner Maëv parce que la voir dans un état critique comme ça me perturbe. Que je prenne le temps de bien finir le mémo, de relire les règles pour l'application, même si ça a l'air bien foutu pour l'aventure numéro 1, le détail du placement et de tout ce que l'on doit faire, c'est très progressif, donc ça va être bien. Ça peut être bien. Bon, bah écoutez, chers survivants, je vous dis à la prochaine pour un démarrage sur les péripéties de la famille. Alors, je ne sais toujours pas le nom de cette famille, bah, pour la famille de Jamal, hein, tout bêtement. Allez, survivants de France et d'ailleurs, je vous salue, à très vite. Ciao, ciao.